Bertrand Badi, bonjour. Donc, vous êtes Bonjour. professeur émérite, spécialiste en relations internationales à Sciences Po de Paris. Vous avez plus que 50 ouvrages en la matière. Dans le dernier, c'était pour une approche subjective des relations internationales en 2023. Je ne sais pas si vous avez publié un autre ouvrage après. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la guerre de Gaza et surtout dans son impact sur l'ordre international et surtout, plus précisément, les instances internationales. Alors, je commence d'abord par ce que le président turc a dit il y a quelques jours. L'esprit des Nations Unies est mort à Gaza. Bon, est-ce que vous pensez pas que cet esprit des Nations Unies est mort depuis la création de l'État d'Israël et précisément depuis la non-application de la résolution 181 de 1947? Alors, je crois qu'effectivement, le non-respect des résolutions des Nations Unies, de celles que vous mentionnez jusqu'à d'autres plus récentes, ne serait-ce que la dernière résolution du Conseil de sécurité qui avait pu passer grâce à l'abstention des États-Unis, ce non-respect des résolutions des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien est un signe de faiblesse extrêmement inquiétant des Nations Unies. Mais il rejoint beaucoup d'autres, c'est-à-dire que le bilan des Nations Unies en matière de rétablissement ou de maintien de la paix est globalement très négatif. Sur le conflit israélo-palestinien, la chose est particulièrement remarquable parce que cet échec a quelques 75 ans d'âge et parce que explicitement les parties concernées considèrent que les résolutions des Nations Unies n'ont aucune importance, c'est ce que dit notamment M. Netanyahou, mais il disait et aussi ses prédécesseurs. Mais d'une façon générale, il faut comprendre que la Charte des Nations Unies date de 1945, c'est-à-dire d'une époque où les risques en matière de guerre et de paix ou de non-paix tenaient uniquement à la rivalité entre grandes puissances. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. Là, j'ai une question, monsieur Badi. D'abord, pour la faiblesse, vous avez mentionné la faiblesse. C'était la faiblesse de qui? De l'instance internationale des Nations Unies, des grandes puissances ou bien du système international? ce que j'allais vous dire est précisément que lorsque les Nations Unies ont été créées en 1945, c'était dans l'euphorie de la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle séquence qui était la bipolarité et la guerre froide. Et donc on considérait que la puissance pouvait tout régler et que l'équilibre de puissance pouvait tout régler. Or, aujourd'hui, que voit-on? La puissance échoue partout. Mais si elle échoue, il n'y a pas de puissance qui ait gagné une guerre depuis 1945, que ce soit l'URSS, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Systématiquement, ces puissances ont toujours été défaites. Et du coup, la notion même d'équilibre de puissance perd de son sens et perd de son efficacité. Donc, l'échec que vous constatez, c'est l'échec d'un système onusien qui faisait une confiance excessive et à la vertu de puissance et à la capacité des puissances de pouvoir organiser le jeu international. Après tout, c'est vrai que la guerre froide n'a pas débouché sur une guerre chaude parce que le jeu d'équilibre entre les deux superpuissances faisait que la guerre était devenue impossible. Mais mis à part cet aspect, tous les autres conflits, on peut parler aussi du conflit du Congo, on peut parler du conflit du Sahel, on peut parler bien sûr aussi du conflit du Vietnam plus ancien, et on pourrait multiplier les exemples. Dans tous ces conflits, le système onusien n'a pas fonctionné parce que le jeu de puissance perdait de sa pertinence et de Là, ses on parle capacités. d'un conflit qui est le plus ancien, voilà, qui a duré le plus dans le temps voilà, contemporain. Et justement, vous parlez de la puissance, de l'impuissance, ce que vous dites vous-même, de l'impuissance de la puissance. Et que Israël n'a pas appris surtout des guerres de décolonisation. Est-ce que c'est pas parce que Israël, par son essence, c'est un projet
est politico-religieux et non pas seulement politique. Il y a une idéologie religieuse derrière ce projet. Et justement, on voit qu'il voit très clairement avec ce gouvernement intégriste aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un problème politico-religieux, c'est un problème politique, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien depuis 1948, c'est la lutte du dominant contre le dominé. C'est une des dernières guerres de décolonisation. Mais les guerres de décolonisation, généralement, durent 3 ou 4 ans. Là, ça fait 75 ans qu'elles durent. Donc, c'est un conflit éminemment politique. D'ailleurs, les Palestiniens sont en majorité musulmans, mais beaucoup sont chrétiens. N'oubliez pas que le début de la résistance palestinienne a été animé par des leaders chrétiens, comme Georges Habash, par exemple. Bon, simplement ce que je voulais dire là, c'est que l'emblème religieux a été, comme souvent c'est le cas, utilisé par des acteurs politiques lorsqu'ils se sentent menacés ou fragiles. Alors, côté israélien, on a utilisé la banderole du judaïsme parce que ça permettait d'accuser les ennemis d'Israël d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Et côté palestinien, des organisations ont utilisé l'emblème de l'islam parce que ça permettait d'absolutiser, de renforcer cette lutte contre la domination dont on ne parvenait pas à venir à bout. Donc, distinguons le fondamental. Le fondamental, c'est un peuple qui est privé de ses droits, le peuple palestinien, de l'instrumental, c'est-à-dire l'usage de l'argument religieux parmi beaucoup d'autres pour justifier sa lutte contre la domination. Mais est-ce que la guerre entre Israéliens et Palestiniens, c'est une guerre de décolonisation ou bien une guerre d'occupation? Je crois que c'est fondamentalement une guerre de décolonisation parce que il y a, pour qu'on puisse parler de guerre d'occupation, il faudrait qu'il y ait eu un État palestinien préalablement. Il y a guerre d'occupation quand une nation existe et qu'elle est occupée par une autre nation. Par exemple, la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été occupée par l'Allemagne. Bon, ça, c'est une logique d'occupation. Là, c'est une logique de colonisation parce que dès la création d'État d'Israël, il y avait la volonté de nier le droit des Palestiniens d'accéder à leur statut de peuple institué, c'est-à-dire de nation. Et du coup, tout ce qui a été fait à l'occasion des différents conflits, 48, 56, 67, 73, ça a été de dominer colonialement la part de territoire qui revenait aux Palestiniens. Et la preuve qu'il s'agissait d'une domination coloniale, c'est qu'elle s'est traduite par des colonisations. Les colonies, il y a quand même 800 000 colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Lorsque Gaza a été intégré lors de la guerre des 6 jours, eh bien, des colons se sont installés qu'on a eu du mal à déloger lorsque on a transformé cette colonie en prison ghettoisée, comme ce fut le cas en 2005. Mais je voulais vous dire, Golda Meir elle-même, elle dit, elle avait un passeport palestinien, il y avait un État palestinien sous mandat ou bien sous tutelle britannique. Est-ce que vous ne considérez pas que c'était un État? Comme vous dites, il était sous mandat britannique et il n'avait donc pas de souveraineté. Le drame de la Palestine, c'est qu'elle n'a jamais pu s'accomplir en État souverain, soit colonisée par les Britanniques jusqu'en 1948, soit ensuite, sous ce régime peu clair qui était celui de l'administration jordanienne de la Cisjordanie jusqu'en 67 ou de l'administration égyptienne de Gaza jusqu'à la même date. Donc, cet État-nation palestinien, au sens d'un État-nation, c'est-à-dire d'un État souverain,
n'a jamais pu se constituer. Le Maroc était, par exemple, aussi était une monarchie institutionnalisée, mais sous mandat français, donc ce n'était pas un État souverain jusqu'à l'indépendance en 1956. Et la même chose pour la Tunisie. De retour au groupe armé, Monsieur Badi, et le système international. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, on a un groupe armé, une guerre entre un groupe armé qui est le Hamas et un État d'Israël. On a aussi, sur un autre front, un groupe armé qui est le Hezbollah contre l'État d'Israël. Comment traiter maintenant, à votre avis, du point de vue international, avec ces groupes armés directement ou bien avec les États qui sont derrière ces groupes armés? Vous avez raison de parler de groupes armés, d'organisations non étatiques. Il n'y a pas seulement le Hamas et le Hezbollah. Il y a quantité de groupes armés, que ce soit en Palestine et plus particulièrement à Gaza, ou que ce soit ailleurs dans la région. L'existence de groupes armés non étatiques traduisant soit la faiblesse institutionnelle de l'État, c'est le cas du Liban par exemple et du Hezbollah, soit justement l'absence d'État, c'est le cas de la Palestine. C'est un problème qui n'est pas nouveau. Je veux dire, toutes les guerres de décolonisation, et nous en France, nous en savons quelque chose avec la guerre d'Algérie, dont on n'a pas su tirer les conséquences, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de similitudes entre la guerre d'Algérie et la guerre israélo-palestinienne. Elles se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Et le FLN algérien pendant la guerre d'indépendance a été amené aussi à accomplir des actes de nature terroriste. Je pense au massacre de Philippeville en 1955, par exemple. Je pense aux nombreux attentats d'Alger en 1956 qui ont abouti, comme vous le savez, à la bataille d'Alger. À chaque fois, le réflexe était le même et était aussi absurde, qui consistait à dire mais le FLN n'est pas un État, c'est un groupe terroriste, donc on ne négocie pas avec lui. On va l'éradiquer. Quand Monsieur Macron n'a pas donné conseil à Netanyahou, là, il y a quelques mois. Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en France, pendant des années, disons, du début de la Toussaint 54 jusqu'en 62, on ne cessait de dire qu'il n'est pas question de négocier avec le FLN, qui est une organisation terroriste. Et finalement, les accords d'Évian ont bien été passés avec le FLN. Et c'est vrai de toutes les guerres de décolonisation. Les États-Unis ne voulaient pas négocier avec le Viet Cong. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les négociations de Paris entre Kissinger et le duc Tho, associé également Madame Nguyen Thi Binh, qui représentait le FNL, c'est-à-dire le Front national de libération vietnamien. C'est-à-dire que le propre d'une guerre de décolonisation, par définition, une guerre de décolonisation, vous ne pouvez pas négocier avec un État parce qu'il n'y a pas d'État. Donc vous êtes bien obligé de négocier avec les organisations qui sont porteuses du combat, quelles que soient les méthodes utilisées par ces organisations. Et je constate quoi? Je constate que depuis le 7 octobre, on n'a jamais autant négocié avec le Hamas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de contacts, certes indirects, certes informels, mais extrêmement denses. Et regardez comment le porte-parole de la Maison-Blanche, par exemple, ne cesse de dire ah, le Hamas a bien accueilli nos propositions ou le Hamas a intérêt à bien accueillir nos propositions. La balle, comme il a été dit hier, est maintenant dans le camp du Hamas, c'est-à-dire que tout se polarise dans les négociations menées par Israël, par les États-Unis, par l'intermédiaire du Qatar, de l'Égypte notamment, tout se polarise sur le Hamas. C'est-à-dire que par définition, on est obligé de négocier avec ces organisations. Même si on négocie, on arrive à une résolution ou bien à une solution comme en 2006 entre le Hezbollah et Israël. Ces groupes armés ne se comportent pas comme engagés par la solution ou bien la résolution. Et là, je mentionne la résolution des 701 avec, entre le Liban et Israël. Le Hezbollah ne fonctionne pas comme s'il respecte cette résolution. Vous avez raison de dire ça, parce que c'est toute l'ambiguïté de notre sujet, à savoir que quand vous êtes un État,
déjà, vous abritez derrière votre souveraineté pour ne pas obéir toujours à la lettre au droit international et aux traités que vous avez vous-même signés. Plein d'exemples contemporains qui montrent que les États ne respectent pas le droit international. Israël n'a jamais respecté le droit international, n'a pas respecté les résolutions du Conseil de sécurité. Le droit international est un droit bizarre parce que c'est un droit dont, disons, la sanction est incertaine. Bon, alors, a fortiori, une organisation qui n'est pas étatique euh, prend encore plus de liberté que le droit international, parce qu'il lui est facile de dire, écoutez, moi je ne suis pas parti, je ne suis parti à aucun traité. Je ne suis pas membre des Nations Unies, je n'ai signé aucune convention, donc je ne vois pas pourquoi je serais lié par des conventions internationales qui ne m'ont pas associé à leur écriture, à leur rédaction. Donc, effectivement, c'est une autre faiblesse du système international actuel. Vous parlez de l'indifférence de la diplomatie, monsieur Badi, voilà. Et est-ce que dans le cas du conflit israélo-palestinien, est-ce que c'est cette indifférence, qui est responsable de cette indifférence? Les Nations Unies ou bien les instances internationales, les grandes puissances, surtout en premier les États-Unis, et l'Europe, quelle est la responsabilité de l'Europe, qui est sur la frontière de ce conflit? Écoutez, tout le monde est responsable et c'est ça le drame et c'est ça aussi qu'il est intéressant de suivre. C'est-à-dire que, au moins depuis la fin des accords d'Oslo, c'est-à-dire l'échec de Camp David, pratiquement depuis 25 ans, toutes les diplomaties du monde ont fait preuve d'une indifférence coupable et dangereuse à l'égard de la question palestinienne. C'est-à-dire, je désigne ainsi les États-Unis, les pays occidentaux dans leur totalité, mais aussi la Russie. La Russie de M. Poutine, non seulement n'a pas levé le petit doigt pour gérer la question palestinienne pendant 25 ans, mais a passé plein de connivence avec Netanyahou. Hein. L'entente entre Netanyahou et Poutine est quelque chose de tout à fait remarquable. Et encore hier soir, l'armée israélienne a bombardé Alep sans que la Russie ne proteste, alors qu'on sait que la Russie est le véritable gouverneur de la Syrie actuellement. Les gouvernements arabes, et notamment ceux qui ont passé les accords dits d'Abraham, sont également responsables dans cette affaire. Donc, il y a un phénomène rare dans l'histoire des relations internationales, peut-être même exceptionnel, qui fait qu'un des dossiers les plus brûlants de notre agenda international depuis 1945, c'est-à-dire 75 ans de détresse palestinienne, ait été abandonné par tout le monde. Qui a été le grand bénéficiaire de cet abandon et de cette indifférence? Eh bien, les groupes les plus extrémistes, et notamment le Hamas. Qui Et a là, été la grande victime? L'autorité palestinienne. et en l'occurrence, la Hamas, on peut dire qu'elle a réalisé une victoire, entre guillemets, de remettre la cause palestinienne sur la table de toutes les nations. Voilà. Ben, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Sderot le 7 octobre est un crime. Il ne faut pas hésiter à employer ce terme. Mais ce crime, il a été encouragé par l'indifférence des autres. Car l'indifférence des autres a créé en Palestine le désespoir, l'humiliation. Et quand vous additionnez désespoir et humiliation, vous arrivez à rage. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que tout le monde est indifférent à votre égard, que personne ne prend en compte vos droits et vos intérêts, eh bien, vous commettez des actes désespérés, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, effectivement, il est facile de dire, il est juste, mais facile de dire que le Hamas est le seul responsable des crimes du 7 octobre. L'indifférence généralisée de la communauté internationale, y compris des gouvernements, de la plupart des gouvernements du monde arabe, est en fait co-responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre.
Et maintenant, on peut ajouter à ce que vous avez dit, ce qui était derrière le 7 octobre, maintenant ce qui se passe à Gaza, dans la guerre de Gaza, les crimes. Je ne sais pas si vous l'appelez génocide, si vous l'appelez nettoyage ethnique, voilà, et qui va mener à... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, de toute manière, le terrible décompte nous indique qu'officiellement, on en est à 36 500 morts aujourd'hui, probablement beaucoup plus. On sait qu'une très grande majorité de ces morts sont des innocents. Donc, ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, il y a une deuxième culpabilité de la communauté internationale, c'est que ces crimes ne sont pas punis, c'est-à-dire aucune sanction n'a été prise contre l'État d'Israël, ce qui est une complicité. Les États-Unis continuent à fournir de l'armement qui permet de tuer ces enfants et ces femmes de Palestine. L'Union européenne, qui a un accord d'association avec Israël, n'a même pas utilisé la menace d'une rupture de cet accord pour dissuader Israël de continuer. Les gouvernements arabes qui ont signé les accords dits d'Abraham n'ont pas dénoncé ces accords. Tout ceci relève de la complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. S'il n'y avait pas quelques États comme l'Afrique du Sud qui se sont dressés, et notamment devant la Cour internationale de justice, eh bien, il y aurait vraiment de quoi désespérer. C'est très grave. Il faut aussi quand même noter le courage du secrétaire général des Nations Unies qui a dénoncé de manière très claire tout cela. Mais j'attends, moi, que les gouvernements, au lieu de se payer de mots, prennent des décisions concrètes qui permettraient d'arrêter ces massacres tragiques. Vous savez, 36 000 morts à Gaza, à l'échelle de la France, ce serait comme si des bombardements avaient provoqué 1 million de morts en France. C'est absolument Partant inadmissible. de, oui, partant de ce que vous dites, monsieur Badi, maintenant, la solution des deux États est très... on en parle beaucoup en ce moment. Et justement, d'après ce que vous dites sur ce qui se passe, les 36 000 morts et les dégâts, la destruction de Gaza, est-ce que vous ne pensez pas que si on n'arrive pas maintenant à mettre vraiment sur les chemins, sur les rails, cette solution des deux États, des nouveaux conflits, même des conflits plus durs qui nous attendent dans le futur? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, plus ce conflit va durer, plus il va être meurtrier, plus il va être catastrophique. C'est évident. Mais vous savez, on ne connaît pas d'autre solution que la solution à deux États. Et ça, c'est un des paradoxes de ce conflit inédit. C'est que tout le monde connaît la solution, mais personne ne connaît le chemin qui mène à cette solution. Et c'est là la contradiction sur laquelle il faut travailler. Euh, le grand problème, c'est que les deux protagonistes ne sont pas prêts à cette solution à deux États. Donc, il faut faire pression sur eux et prioritairement sur Israël, parce qu'Israël est l'État qui est en position de colonisateur, pour qu'il accepte cette solution. Vous savez, moi, j'étais enfant quand il y avait la guerre d'Algérie. Mais je me souviens très bien ce qui se disait à l'époque. On disait, c'est impossible, l'indépendance de l'Algérie. Et puis, tout d'un coup, ça s'est fait, je dirais, en quelques mois. Donc, là aussi, à partir du moment où il y a une volonté politique, la réalisation de cette volonté, elle est extrêmement rapide à se faire. Vous pensez que le plan de paix proposé par Joe Biden, le président américain, va aboutir, va réussir à se réaliser? C'est un plan de trêve. C'est un plan de Trêve. trêve. Et c'est un plan de trêve qui est tout à fait différent du plan de paix, qui reprend les schémas d'un plan qui avait été élaboré il y a déjà 3 mois. Il n'y a rien de très nouveau dans cette affaire. Donc, la seule variable qu'il faut suivre, c'est de se demander si par rapport à il y a 3 mois, les principaux protagonistes sont plus prompts à accepter ce plan de trêve qu'il ne l'était il y a 3 mois. Je fais le pari que côté Hamas, tant que ce sera un plan de trêve et non pas un plan de paix, c'est-à-dire qu'il y aura un risque de reprise des hostilités, le Hamas n'acceptera pas, parce que je ne vois pas pourquoi le Hamas libérerait tous ses otages s'il sait qu'une fois la libération des otages obtenue, la guerre reprendrait. Mais vous pensez, Et
Pardon. Pardon? Vous pensez que les États-Unis sont sérieux, l'administration Biden est sérieuse d'arriver justement à imposer un plan de trêve, et, justement qui va apparaître comme, ou bien un plan voilà, d'arrêt un cessez-le-feu, qui va apparaître comme une victoire à Hamas? Vous savez, je crois que les États-Unis vivent un véritable calvaire depuis le 7 octobre. Parce que depuis le 7 octobre, ils ont essayé par tous les moyens de peser sur l'évolution de la situation au Grand Moyen-Orient. Le président Biden s'y est rendu une fois, il passe son temps au téléphone avec les responsables de la région. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'y est rendu 7 fois. Et au bout maintenant de 8 mois pratiquement, euh, il n'y a pas l'amorce d'un effet de cette pression américaine. Du temps de la guerre de 67 ou de 73, les États-Unis, avec l'URSS, décidaient de tout. Aujourd'hui, les États-Unis décident de rien. Et donc, l'angoisse de Biden, c'est d'apparaître totalement impuissant. C'est la raison pour laquelle il multiplie ses plans, il multiplie ses pressions, mais ce n'est pas de là que viendra la solution. Euh, À la fin de la suprématie américaine, surtout au Moyen-Orient? Ah ben, il y a déjà longtemps que c'est fait. Les États-Unis n'ont plus un soutien réel au Moyen-Orient. Même Israël n'obéit plus. L'Arabie saoudite ne cesse d'humilier les États-Unis. La Turquie, membre de l'OTAN, ne cesse d'humilier également les États-Unis. Il n'y a que deux pays, la Jordanie, mais surtout l'Égypte, parce que l'Égypte a un besoin urgent d'aide économique qui ne peut venir que des États-Unis, qui lui obéissent, mais ces pays sont eux-mêmes très affaiblis. Donc les États-Unis n'ont pas de carte à jouer au Moyen-Orient. Ils n'ont plus de cartes, ils n'ont plus de ressources. Et d'ailleurs, l'Union européenne, c'est la même chose. Et la Russie, à part sa colonie syrienne, n'a pas davantage de levier sur les pays de la région. Vous pensez que c'est dangereux pour la région qui est en conflit, surtout avec la politique hégémonique iranienne? Ben, il n'y a pas une politique hégémonique iranienne. Il y a, depuis le retrait des grandes puissances, et je dirais des puissances du Nord, une volonté d'un certain nombre d'États de la région de s'affirmer comme puissance régionale. De signaler l'Iran, c'est vrai, j'en paierai pas quand même le terme hégémonie, mais il y a aussi la Turquie, il y a aussi l'Arabie saoudite. Il y a au moins 3 États de la région qui prétendent jouer un rôle régulateur, et puis il y a des petits États qui sont extrêmement actifs. Je pense au Qatar en particulier. Et le grand problème, c'est que ces puissances régionales ne parviennent pas à institutionnaliser leur rôle. Leur rôle n'est reconnu ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Et par ailleurs, ce jeu régional n'est pas du tout codifié. Euh, il y a il y a des progrès. Je pense à la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, par exemple, qui quand même a provoqué une certaine détente dans le Golfe. Euh, je pense aussi à certains pays qui sont non pas en voie de stabilisation, on en est encore loin, mais à une régression des tensions conflictuelles, c'est le cas notamment de l'Irak. Mais la plupart des pays de la région sont soit terriblement affaiblis, je pense à la Syrie, je pense à l'Égypte, soit totalement impuissants, je pense à la Jordanie, soit ligotés par les accords dits d'Abraham, je pense aux Émirats arabes unis, je pense au Maroc, au Soudan, Bahreïn. Bah, évidemment, tout ça ne laisse pas beaucoup de place aux chances de paix, ajoutons le Liban et la guerre civile. Alors, qu'est-ce qui reste, hein? Une dernière question. Vous dites, là, dans la guerre de décolonisation, le faible gagne. Est-ce que les Palestiniens vont gagner ce combat? Ah ben, moi, je suis intimement convaincu qu'à terme, les Palestiniens gagneront. Parce que Israël, malgré une puissance extraordinaire, n'oubliez pas que c'est un pays qui dispose de l'arme atomique, malgré tous ses moyens, malgré tous ses soutiens, Israël n'a jamais pu venir à bout de la résistance palestinienne, pourtant affaiblie, pourtant divisée, pourtant meurtrie.
elle n'a jamais pu justement étouffer cette résistance palestinienne. Donc finalement, un jour, il n'y a pas d'exception. Vous savez, je ne connais pas l'exemple d'une décolonisation qui est définitivement échouée. Ou alors, on supprime tout le monde, ce qui était le cas des Indiens d'Amérique, par exemple. Mais je pense que dans le contexte actuel, ce sont des choses difficilement imaginables. Donc, je pense qu'un jour, il faudra reconnaître un État palestinien. Mais le drame, c'est combien de milliers, de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de morts il faudra pour arriver à ce résultat inéluctable. Merci beaucoup, Bertrand Badi. Bonne Je vous journée. en